Moi, je vais vous parler de nouveau, à nouveau de création de contenu, comment on l'a mis en place dans l'équipe. En fait, en parlant un peu avec tout le monde, on n'en est pas tous au même point. Il y a des personnes qui sont très avancées, d'autres qui sont en train d'essayer de le mettre en place. Là, c'est plus des tips assez actionnables pour les personnes qui veulent le mettre en place. Nous, on utilise Dust. Alors, je suis pas là pour faire la promo, c'est juste pour les personnes qui connaissent pas, pour vous montrer un peu ce que c'est. En gros, c'est de base, tout le monde a commencé à utiliser ChatGPT, sauf que très vite, il y a eu des problèmes de protection de données. Et donc, il y a 1 an et demi, on a mis en place Dust. Sachant que chez Payfit, donc on est à peu près 700 salariés, on est présent dans 3 pays, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, et donc tout le monde commençait un peu à avoir des usages assez disparates. Et donc Dust a été mis en place pour tout le monde. Et ce qui est assez top avec Dust, c'est qu'on peut venir créer des assistants en fonction de nos besoins. Et en fait, on va pouvoir choisir l'IA qu'on veut utiliser. Donc, est-ce qu'on veut utiliser ChatGPT, Claude ou autre? Et on va pouvoir venir intégrer tous nos documents en interne. Et donc, on va pouvoir mettre des docs sur le produit. Nous, on peut mettre par exemple notre tone of voice, qui est un doc de 60 pages. On peut venir mettre des docs Notion, des docs sur le Drive. Enfin, on peut mettre toute notre connaissance interne dans ces assistants pour les enrichir et faire en sorte que ce qu'ils nous proposent soit le plus proche possible de nos besoins. Quand on l'a mis en place, donc là je parle vraiment de l'équipe contenu, donc on est une dizaine. Et évidemment, les gens étaient assez réfractaires parce que ça fait peur en contenu de se dire qu'on va perdre notre métier, etc. Bon, au final, pas du tout. En tout cas, pas aujourd'hui. Donc au début, c'était vraiment de se dire, en fait, il faut donner envie aux gens de l'utiliser, montrer que c'est pas une menace mais une opportunité, et vraiment de leur montrer. Moi, je leur ai montré concrètement sur leur projet comment ça pouvait les aider, leur montrer le temps gagné. Et pas juste un peu des grands concepts en leur disant ça va vous aider, mais leur dire voilà, sur ce projet-là que tu as dans ta roadmap, en fait, là où tu aurais passé 2 heures, moi, ça m'a pris littéralement 15 minutes. Et ça, du coup, voilà, ça les a aidés aussi à un peu se dire ok, on se lance et on y va. Et on l'a mis aussi dans les OKR, donc la roadmap de chacun, parce que quelque part, oui, il faut l'imposer, parce qu'en fait, il y a un moment où sinon, on va tous être à la traîne. Et c'est aussi, d'un point de vue un peu plus RH, se dire, en fait, c'est reconnaître que c'est du temps que de se former sur un nouvel outil, sur une nouvelle pratique. Et on est aussi là pour les aider à monter en compétences, à augmenter leur employabilité. Et finalement, c'est une corde de plus à leur arc et voilà, valoriser aussi ce nouveau skills pour eux. Ensuite, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que certains allaient l'utiliser très vite, et notamment les alternants. Et très vite, ils étaient meilleurs que nous, faut être honnête, parce qu'ils avaient déjà cet usage de s'en servir personnellement, ce qui n'était pas forcément, nous, notre cas des plus âgés, mais avec un vrai risque sur la qualité et sur l'image de marque, parce qu'en fait, tout le monde s'en sert, mais ne s'en sert pas bien. Et donc, certains ont voulu tout faire sur l'IA, sauf que d'un point de vue contenu, en copywriting, en tone of voice, etc., il y a des choses quand même assez aberrantes, surtout si on ne sait pas bien prompter. Et en fait, on s'est rendu compte que des choses qui allaient sortir étaient très clairement catastrophiques. Et donc, l'usage était le bon, mais en fait, la qualité n'était pas au rendez-vous. Et donc, vraiment, ce besoin de mettre des trainings, nous, on en faisait tous les mois au début. On était tous, quand on était à Paris, dans une salle, et on se disait, voilà, chacun faisait des tests, des itérations. On se partageait nos bloqueurs, des tips, et on était tous ensemble. Et vraiment, on se disait, voilà, moi, j'ai trouvé ça qui était bien, ça marche pas. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai trouvé ce prompt, j'ai changé ce mot. En utilisant Claude plutôt que ChatGPT, ça m'a donné ça, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'on a réussi à mettre en place un peu des standards de qualité tout en arrivant à s'en servir. Et ensuite, l'idée d'avoir un peu une forme de mentorat. Alors, ce qui est pas mal, c'est que c'est un peu du mentorat inversé parce que c'est pour le coup les plus jeunes qui arrivent à aider les plus anciens. Donc, ça change aussi un peu et ça valorise aussi des profils plus juniors qui auront plus de mal à s'exprimer. Et nous, ce qu'on s'avait fait, c'est qu'en interne, déjà au sein de la team content, on s'est fait des masterclass et on en fait une par quarter où on se dit, voilà, on va se partager des cas d'usage et on va vraiment montrer comment ça sert. Ensuite, on fait ça au sein de l'équipe marketing parce que, pareil, il y a beaucoup de disparités entre les personnes qui aiment l'utiliser ou non. Et donc, nous, on a fait sur un Notion tous nos assistants, quel est l'objectif, à quoi il sert, etc. Parce que ça peut servir à d'autres personnes qui n'ont pas le même métier et essayer
d'instaurer cette culture-là au sein de la team market. Et après, l'autre point qui est hyper pratique avec Dust, avec cette création d'assistants, c'est que je pense que, voilà, enfin, pour ceux qui font du contenu, vous savez tous que en dehors de votre équipe, il y a plein de gens qui créent du contenu. Des fois, vous avez la chance de le relire avant que ça sorte. Des fois, vous le voyez quand c'est trop tard. Et c'est pas toujours très quali. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des assistants pour toutes les équipes qui créent du contenu. Donc, ça peut être, par exemple, les sales, les commerciaux, ils vont envoyer plein de mails, ils vont faire des posts sur LinkedIn. Bah, des fois, c'est un peu cata. Donc, en fait, en leur créant un assistant, on s'assure qu'il y ait une sorte de MVP de la qualité et qu'il y aura un standard qui sera, on va dire, OK. On l'a fait pour les équipes clients qui vont envoyer aussi beaucoup de mails. Des fois, ça peut être des mails un peu touchy. On n'a pas toujours la chance de les revoir. En faisant ça, on s'assure qu'il y a un certain standard qui est accessible. Ensuite, au niveau des usages, bah, c'est assez classique. Hein, on l'utilise pour beaucoup de choses. En termes de création de contenu, là où ça nous aide beaucoup, c'est ce qu'on disait, c'est pour produire un peu toujours plus, alors que voilà, embaucher un content manager, en vrai, ça reste un coût et c'est pas toujours une priorité dans une boîte. On s'en sert pour tout ce qui est emailing, création de storyboard, où Dust est pas mal là-dessus. Voilà, vous pouvez voir sur la vidéo, on lui demande de nous écrire un script et en fait très vite, il va nous dire seconde par seconde quel est le plan, quelle est la voix off, etc. Donc évidemment, il va falloir réécrire et ça demande en amont de créer l'assistant. Et donc créer un assistant, c'est lui dire qui il est, comment il doit penser, de mettre des exemples de storyboard qui ont très bien marché, de lui dire les consignes de tone of voice, etc. Mais ça aboutit à des choses qui sont très rapides et qui sont hyper quali. Là où ça nous aide beaucoup, c'est pour tout ce qui est déclinaison, parce qu'aujourd'hui, on doit créer des centaines de vidéos pour des ads par mois, et en fait, au bout d'un moment, soyons honnêtes, on n'a plus trop d'idées. Et ce qu'on fait, c'est que on va avoir les 5 premières secondes qui sont les plus importantes, des accroches, les hooks. On va se dire, ok, on va demander à Dust de nous en créer 10 pour une même vidéo, et en fait, à la fin, au lieu d'avoir une seule vidéo, on en aura 10 avec 5 secondes différentes. On va lui demander de jouer sur des émotions différentes, sur une anecdote, du positif, du négatif, de l'anxiété, un chiffre clé, etc. Et on va nous faire de la B-test pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui convertit le mieux. Et ça nous donne des insights derrière pour avoir des ads qui sont plus performantes. Et ensuite derrière, là on le fait par un free, mais on en parlait à une table tout à l'heure, la possibilité après de décliner par format. Aujourd'hui on a un free qui va décliner ces 10 vidéos en des milliers de formats, ça nous prend des semaines, il y a plein d'erreurs, etc. Demain évidemment on va pouvoir donner ça à un outil qui va nous générer les 4/5e, le 16/9e, etc., etc. Ensuite, on s'en sert aussi en création de contenu pour créer des structures et des pages du site internet. En fait, aujourd'hui, il faut refaire tout le site internet parce qu'il y a le SEO, il y a des nouvelles contraintes. Ça convertit pas assez. Avec le JO, il y a aussi plein de nouvelles choses à prendre en compte. Et donc, du coup, il est capable de nous structurer des pages, de nous écrire le contenu, parce que dans Dust, on est capable de mettre des fiches produits, des contraintes tone of voice, notre buyer narrative avec toutes les descriptions de nos personas. Et donc, il va être capable de faire des choses qui sont hyper quali. Réécriture, forcément, ça marche très bien de se dire ok, j'ai une version, j'en veux une autre, mais je veux pas faire de duplicate content parce que c'est dangereux pour le SEO, donc je vais demander à une IA de nous dupliquer un contenu. Pareil, une ads, je pense que vous devez tous faire plein d'ads au quotidien et on n'a plus d'idées. On lui demande à partir d'un concept qui a bien marché de nous en produire 20 et derrière on réécrit, mais il nous fait quand même des choses très bien. En SEO, on en a parlé, mais nous on utilise alors un autre outil qui s'appelle Your Text Guru, qui de base est un outil SEO, mais qui utilise de l'IA de plus en plus et qui nous permet de gagner beaucoup de temps pour de la création de briefs, du maillage, etc. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite qu'avant. Et après, sur les 3 points à droite, c'est des sujets sur lesquels on l'utilise, mais pour être honnête, c'est pas le plus quali. Il y a encore pas mal de limites. Donc, c'est aussi lié aux outils, hein, évidemment. Si on avait un outil spécial pour telle chose, ce serait sûrement plus performant. Mais dans les faits, on se rend compte que, par exemple, pour faire un bench, c'est hyper pratique de se dire, par exemple, aujourd'hui, une page Wikipédia, ça va être de plus important pour notamment le GIO sur... c'est de plus important. Donc, nous, on veut la refaire et on se disait, OK, quelle page Wikipédia de marque tech est hyper bien faite. On a commencé à chercher, on n'a pas trouvé. On a demandé à une IA qui nous a sorti les 10 pages qui sont les plus quali. Et nous, ça nous a servi de modèle pour recréer notre page Wikipédia qu'on est en train de refaire. Pareil, on se demandait si on voulait se lancer sur TikTok.
peut-être que tout le monde se pose aussi la question, on se l'est posé. En fait, on lui a demandé de nous sortir les SaaS B2B qui ont un compte TikTok et de nous faire des résumés des strates de chacun. Très clairement, même si tout n'était pas forcément quali, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. À l'inverse, il y a quand même plein de choses qui sont fausses, de choses qui sont, de liens cassés. Moi, j'avais demandé de faire un bench de newsletter de CIO aux États-Unis. Franchement, entre les liens qui marchaient pas et des trucs inventés, c'était quand même un peu une cata. Donc, toujours faire un peu attention. Et ensuite, on s'en sert aussi un peu en analyse. En fait, ce qui est hyper utile, et vous en servez peut-être, c'est pour tout ce qui est analyse assez factuelle, de se dire, voilà, nous, par exemple, on va... les calls des commerciaux, ils sont enregistrés sur Mojo et derrière, ils sont retranscrits par l'IA. Et en fait, moi, quand je suis arrivée il y a 6 ans, j'écoutais tous les mois des calls des commerciaux. Ça prend du temps. Aujourd'hui, je suis capable de demander à une IA de retranscrire tout et de venir me dire un peu toutes les occurrences, quelles sont les questions les plus posées, quelles sont les objections les plus données par un prospect. Et derrière, ça va me servir d'insight pour créer des contenus. Et je vais pouvoir créer des contenus qui correspondent exactement en fonction de chaque persona aux objections posées. Est-ce que c'est les prix? Est-ce que c'est le fait de passer sur du digital, etc. Pareil pour des avis clients, se dire on peut venir tout analyser et l'IA va être capable de nous dire ok, là tout ce qui ressort le plus c'est ça, et il faudrait créer des contenus qui mettent en avant ce que le client a cité. Donc pour ça c'est hyper utile. Pareil, nous on a fait un mapping de tous nos contenus, donc il y en a, on a plus de 1000 articles SEO, donc ça va très vite. Et de demander à l'IA de nous faire, alors ça c'est un Excel classique, mais en termes de format, c'est quoi le pourcentage d'articles, le pourcentage de vidéos, etc. En termes d'étapes du funnel, quelle est la répartition en termes de contenu pour les RH, pour les CEO, etc. Donc ça, on va avoir cette partie de proportion, mais derrière, il est capable de nous dire quels sont les trous dans la raquette, est-ce qu'il y a un format qui est surreprésenté, est-ce qu'il y a une thématique qui n'est pas abordée, et de venir nous dire, voilà, la strate que je vous recommande pour pallier tous les manques de votre strate de contenu, c'est ça, ça, ça. Et donc, ça nous fait gagner énormément de temps. Bon, là, c'est pareil, c'est un autre exemple juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, Dust, si vous l'avez jamais utilisé, sur une rédaction d'email où il va nous mettre du classique, des objets, un preview, le corps de l'email, des call to action, etc., etc. Donc, vous voyez, ça prend vraiment 2 secondes. Ensuite, au niveau des limites et des écueils, mais bon, ça, je pense que vous l'avez tous un peu vécu. Nous, on fait beaucoup de mises à jour légales sur nos contenus. Et en fait, évidemment, on se rend compte que un ChatGPT ou un Claude ne va pas être parfaitement conforme. Donc, on a relié l'API de Légifrance à Dust pour avoir un agent qui est relié à toutes les mises à jour de Légifrance. Mais en fait, on voit que dans les assistants qu'on crée, il y a encore des problèmes. Et il faut quand même avoir derrière un passage humain. Ensuite, le côté uniformisation, où si on n'est pas là pour quand même relire, c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours le même vocabulaire, ça manque de ref à l'actualité, ça manque du twist, un peu du petit jeu de mots qui fait mouche. Et ça, je trouve que on ne le trouve pas encore. On a testé des outils de pur copywriting et on n'a pas encore réussi à trouver quelque chose qui est vraiment la finesse d'un très bon concepteur-rédacteur. Et après, on a beau nous linker un peu toutes nos bases de données, tous les docs qu'on a, en fait, on se rend compte quand même que ce qui produit ne va pas forcément être aussi pertinent et aussi personnalisé que nous qui avons une connaissance, on va dire, parfaite du produit. Et l'autre souci, c'est un peu les principales limites qu'on observe un peu au quotidien, et de se dire aujourd'hui, il y a en fait quand même toujours besoin de personnes qui vont relire et en fait de vraiment encadrer la création de contenu sur de l'IA. Pareil, je vous parlais tout à l'heure des des assistants qu'on a créés pour les autres équipes, celles qui du coup ne font pas de contenu. On leur a dit, voilà, toi tu vas écrire des emails pour les clients. On t'a créé cet assistant. En fait, moi, mon collègue m'a fait relire la première version qu'il avait créée et c'était une cata parce qu'en fait,
il y a un moment, il suffit qu'il ait changé un mot, et c'est le problème, je trouve, de ces IA génératifs, si c'est pas pur, si c'est pas des experts en copywriting, c'est qu'il suffit de changer un adjectif sur le style de tonalité, et en fait, ça change absolument tout le messaging, et potentiellement, c'est plus du tout compliant avec le tone of voice. Donc, du coup, il y a quand même encore un besoin d'accompagner, d'itérer, de revoir un peu les choses. Et le dernier point que je vous conseille de faire, si c'est des choses que vous ne faites pas encore, c'est plus d'un point de vue RH, c'est que quand vous recrutez des gens, notamment sur des fonctions marketing, c'est que nous, on va toujours maintenant poser des questions sur quelle est votre vision et votre usage de l'IA, parce que en fait, on a envie d'avoir des gens qui ne sont pas réfractaires, mais qui sont vraiment moteurs. Et ensuite, si vous faites des use cases dans le process de recrutement, nous en content, on a complètement changé les exercices à faire dans les use cases parce qu'on se rendait compte que avec l'IA, la personne elle était quand même capable de faire illusion. Alors peut-être pas très longtemps, mais il y a quand même un vrai risque. Et donc on a repensé 90% de nos exercices en se disant, en fait, il faut trouver des exercices où l'IA aujourd'hui n'est pas encore assez forte pour remplacer le talent de quelqu'un. Donc c'est par exemple, nous, on a de la chance qu'en pure copywriting, ce soit pas encore trop ça, donc c'est OK. Mais par exemple, on a mis des questions aussi qui impliquent une forme d'engagement émotionnel, où il y avait une question, c'était par exemple sur un outil du quotidien B2B que vous utilisez dans votre métier, donc Notion, Drive, Dust ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous adorez, qu'est-ce que vous détestez dans la stratégie de contenu, pourquoi ? Et en fait, on teste d'abord sur l'IA. Est-ce que l'IA est capable de bien répondre à ça? Il s'avère que non, c'est beaucoup trop précis. Et donc, on sait qu'on aura une vraie réponse. Donc voilà, un peu s'assurer que quand vous posez des questions, l'IA ne soit pas capable d'y répondre complètement. Même si des fois, ça se voit, mais des fois, ça se voit un peu trop tard. Donc voilà, petit conseil.